5 minutes pour ce panel chez Sijalel. Sijalel. J'appelle tous les participants à nous rejoindre. Madame Neji Al-Gharbi, Monsieur Nourdine Xixi, Monsieur Taraq Triki et Madame Saousan Abdel Khalaq. Bon, مكتوبة Saousan. Madame Salwa Abdel Khalaq. Voilà. Tic DCE. Alors, à vous, Sijalel, 45 minutes pour ce panel. On vous écoute. Merci beaucoup. Merci, Sarah. Pas évident, je pense, d'arriver après une présence aussi distinguée. Donc, on démarre. J'ai l'honneur et l'immense plaisir surtout de modérer ce panel qui parle de l'inclusion financière des entrepreneurs, qui est une thématique, allez, on va dire à la mode en ce moment, mais qui est une thématique très très ancienne. Nous voulons, à travers la présence de Mesdames Abdel Khalaq et Madame Gharbi, c'est Nourdine ou c'est Taraq, essayer de mettre la lumière à la fois sur les acquis, parce que nous avons des acquis, même si le constat est pas très reluisant au départ. Aujourd'hui, nous avons 4% des startups labellisées qui sont fondées par des femmes. Le financement est une proportion très très faible aujourd'hui. Allez, on va dire moins de 1% sur les 2 dernières années. Mais une dynamique, depuis 6-8 mois, on voit une dynamique très très notable s'instaurer. Et je suis sûr que ce n'est pas qu'une dynamique, c'est structurel. Et nous voulons, à travers ce panel, donc solliciter la salle aussi sur des réflexions, peut-être, qui peuvent éclairer les présents. Donc nous allons du bailleur de fonds de tout l'écosystème, si je peux vous définir comme ça, à Smart Capital, qui est la gouvernance du système en définitive, puisqu'il est à la fois bailleur, régulateur, autorité de certification, entre guillemets. Nous sommes des SSO, c'est grâce à vous. Au prix d'honneur, c'est Nourdine. C'est un mécanisme qui est très adéquat à l'entrepreneuriat féminin et je pense que c'est Nourdine nous parlera de ça. Et à une expérience que je trouve très singulière dans notre paysage et qui valorise à la fois le potentiel créatif et culturel du Tunisien, de la Tunisienne aussi, et des perspectives d'internationalisation, puisque cet incubateur permet ça. Entre autres, je retiens que ce n'est pas qu'un incubateur, mais toute l'activité du centre permet ça. Donc sans plus tarder, je me permettrai de céder la parole à Madame. Je vais commencer par les dames. Donc c'est des présentations très très brèves. On compte sur vous, sur votre positivité dans les sollicitations après. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer d'être brève, parler un peu des mécanismes de financement qui sont gérés ou mis en œuvre par la CDC. La CDC, c'est une institution publique. C'est un investisseur de long terme qui investit dans les projets structurants, mais aussi l'un des axes sur lequel donc, on intervient, c'est le financement de l'entreprise innovatrice, créatrice donc, de valeur et surtout qui est créatrice d'emplois. Donc nous essayons à travers nos actions à appuyer des PME, notamment l'entrepreneuriat féminin. Et je salue Rieda pour le choix cette année de mettre l'entrepreneuriat féminin
comme thème de ce salon. Aussi d'avoir pensé à avoir tout un stand dédié aux régions. Et c'est très important aussi parce que le rôle de notre institution et le rôle de tous les acteurs, c'est surtout de faciliter l'accès au financement et de faciliter surtout l'inclusion financière. Et tout à l'heure, on a entendu la jeune docteur qui criait qu'il faut que tout le monde ait le même degré d'information et le même accès aux services. Et ça, c'est notre souci. Et ça, c'est le souci de tout le monde. Donc, je salue Rieda pour ça. Je vais essayer de parler un peu des mécanismes qu'on a pu mettre en œuvre pour essayer de toucher l'entrepreneuriat féminin et aussi de toucher les régions. Donc, pour la CDC, elle finance, donc, comme j'ai dit directement, donc, en equity, les grands projets, mais tous les mécanismes de financement passent généralement par le financement ou à travers les fonds d'investissement. Donc, on est souscripteur dans 21 fonds d'investissement locaux et 3 fonds régionaux, dont un fonds de colocalisation tunuso-français que nous avons donc initié avec BPI France. Nous avons donc sur les grands projets aux alentours de 105 millions de dinars investis sur 21 projets. Sur les fonds, on est à 185 millions de dinars, plus 15 millions d'euros et 10 millions de dollars investis dans des fonds d'investissement. Donc nous avons pu, à travers notre intervention sur les FCPR, de toucher un nombre important de promoteurs, mais aussi contribuer à la création de 17 000 emplois, dont 5 110 pour les femmes. Et nous essayons toujours de cibler les créations d'emplois au niveau des femmes, mais aussi de cibler que les projets soient portés par des femmes. Donc, sur 161 projets investis, 54 sont dans les zones de développement régional. Et sur les emplois créés pour les femmes, donc 1756 dans les zones de développement régional. Nous avons aussi mobilisé une ligne SICAR qui a permis de financer des projets dans les zones donc de développement régional à travers les SICAR régionales. C'est aux alentours de 25 millions de dinars qui sont déjà investis sur 23 projets. Donc vous m'avez demandé d'essayer de donner quelques chiffres sur l'inclusion financière. J'ai repris un peu l'étude récente qu'on a faite qui a été faite par GIZ et qui a permis de sortir quelques ratios. Je vais les annoncer. Donc, seuls 45% des femmes en milieu périurbain et rural font partie de la clientèle des institutions financières. Donc, l'accès au financement des femmes il est très limité, surtout pour le secteur bancaire, contre 63% pour les hommes. Donc, là, on voit qu'on a beaucoup à faire pour assurer un équilibre. 31% des femmes mettent plus que 30 minutes au plus pour accéder à un point d'accès ou à un service financier formel. Donc, ce qui fait que l'inclusion financière est loin d'être assurée. 55% des femmes en milieu périurbain et rural sont non incluses financièrement, contre 27% seulement pour les hommes. Donc là, on voit qu'on a beaucoup à faire pour développer ça. Donc on a travaillé beaucoup sur l'entrepreneuriat féminin via des programmes qu'on a pu initier par le financement de l'AD, dont le programme en lien, dont Initiative Tunisie est l'une des initiatives bénéficiaires. On a aussi financé Réseau Entreprendre, AFCAR, Startup, donc sur bien sûr les prêts d'honneur, sur l'accompagnement des startups, mais aussi on a financé
le programme de Inde Interarabe, donc, qui est une plateforme de commerce équitable, la première en Tunisie, qui s'appelle Souk Al-Kehna. Sur les programmes accompagnés, on a pu accompagner 45% de femmes, surtout le programme. La tranche d'âge moyen, donc elle est de 24 ans. Le nombre de projets financés portés par des femmes, 138, c'est quand même important. Le nombre de startups créées, 123, dont 48 créées par des femmes. Donc, quand même, on a pu toucher la création de startups par des femmes parce que réellement, on a trouvé que le taux est très faible. On était à 4% de startups créées par les femmes, ce qui est très, très limité. Donc, après ce programme, on a enchaîné avec le programme FAST qui va être tout à l'heure présenté dans la session prochaine, donc sur l'Open Innovation. Et FAST, c'est Femmes, Accélération, Start-up et TPE. Et vous allez voir qu'on a axé beaucoup sur le ciblage de la femme et surtout des initiatives d'accompagnement dans les régions. Voilà. En parallèle aussi, nous avons initié avec la Banque mondiale donc, le programme de financement des startups et PME innovantes et Sitar donc, pourra donner beaucoup plus de détails. Mais je veux juste annoncer que même sur ce programme qui cible les startups de manière générale et les PME innovantes, on a fixé des objectifs de KPIs, donc surtout le programme sur le pourcentage de startups créées par des femmes. Donc, c'est un point positif pour tout fonds qui veut lever auprès du fonds de fonds ANAVA, d'avoir dans la cible des startups initiées par des femmes. Aussi, pour les PME innovantes, on encourage les PME qui sont portées par des femmes. Et là, c'est toujours donc, dans notre souci femmes, région, mais aussi jeunesse et création d'emplois. Ouais. Je vous remercie. Juste pour synthétiser, donc, la conscience, la prise de conscience, je pense que le constat est très clair, vous le dites vous-même, qu'il y a des gaps à combler. Il y a plus de 300 millions de dinars, qui est un montant assez significatif qui a été alloué, je pense, dans les 12 ou les 18 derniers mois dans la création. Il y a quand même des startups, plus d'une centaine, vous avez dit. Donc, conscience est là, action et réaction sont là. On espère que ça sera durable dans le temps. Et peut-être que Sitar, pour enchaîner, pourra nous éclairer un peu plus, puisqu'il est un peu plus dans le structurel. Absolument. Merci beaucoup. Merci Madame Gharbi de m'avoir donné cette transition. En fait, en deux mots, le programme Startup Tunisia, qui pour dire deux mots, c'est un programme dont l'objectif c'est de promouvoir les startups en Tunisie. De promouvoir les startups en Tunisie. Pour opérationnaliser le programme, il y a Smart Capital, qui est une société de gestion de fonds, qui a été créée pour opérationnaliser ce programme-là, ou alors au moins quelques vecteurs de ce programme-là, à retenir trois axes qui sont importants, qui sont opérationnalisés par Smart Capital. Le vecteur Startup Act, en gros, il s'agit de l'octroi du label Startup. Deuxième axe, c'est l'écosystème. Et tout à l'heure, Madame Gharbi m'a demandé de faire un petit éclairage, particulièrement sur Flywheel, qui est l'instrument de promotion de l'écosystème dédié aux startups, sur lequel il y a trois axes essentiels, R et R2. Premier programme pour la subvention au développement du POC, Proof of Concept. Deuxième programme pour l'Investment Readiness. En gros, il s'agit d'aider les startups à être prêtes pour faire une levée de fonds. Troisième programme qui est très intéressant, DEAL, qui aide les SSO, les structures de support, à pouvoir incuber davantage de startups, à pouvoir accompagner plus de startups. Troisième axe, qui est l'axe finalement
le plus gourmand en termes de fonds et de financement, c'est le Startup Invest. Finalement, cela consiste à avoir une poche financière pour investir ces startups via un fonds d'investissement, un fonds de fonds qui s'appelle le fonds de fonds ANAVA, qui investit dans des child funds, lesquels vont adresser l'ensemble des startups qui ont été créées. Juste, Tarek, je me remets à ton métier, parce que peut-être le mécanisme ANAVA, je ne sais pas, pour les start-upers, fonds de fonds, etc., etc. On peut revenir en oui. 3 phrases. Oui, en 3 phrases, très simplement. Les premiers fonds d'amorçage qui ont été créés, ils ont été créés en 2006. On a essayé d'investir. Le problème, c'est que la start-up ou alors l'entreprise innovante, à ce moment-là, on ne faisait pas trop la différence entre start-up et PME innovante, arrivait à faire un premier tour. Mais il n'y avait pas de continuum de financement. Donc, tu lèves un premier tour, tu te développes. Après, si tu veux faire une levée supplémentaire, il n'y a pas de possibilité de faire ça. Premier problème. Second problème, c'est que finalement, on avait des équipes d'investissement toutes généralistes. Celui qui investit le very early stage est le même qui investit l'étape de growth. Donc, il y a des problèmes de capacité d'adresse, puisque l'ensemble des problématiques ne sont pas les mêmes. Ce que ANAVA est venu remédier sur le plan capacité d'adresse, c'est que l'on peut avoir des sociétés de gestion, des fonds d'investissement qui investissent dans le very early stage, qui sont spécialistes d'un stade d'investissement particulier ou des fois de technologies particulières aussi. Et donc, on va avoir des fonds d'investissement qui vont investir les étapes qui sont ultérieures. Donc, on va résoudre la question de continuum de financement. Et puis, la deuxième question est que l'ensemble des équipes de gestion ne peuvent pas elles-mêmes adresser l'ensemble des problématiques. Donc, il va y avoir plus d'équipes de gestion. Chaque équipe sera spécialisée dans un genre d'investissement, dans un stade de développement particulier. Troisième élément, et non des moindres, c'est l'additionnalité. Parce que finalement, si on réserve un fonds qui est financé par une seule source, l'additionnalité totale ne peut pas excéder le montant qui aura été mis par le bailleur de fonds essentiel. Ce qui a été fait via le fonds de fonds, c'est qu'il va y avoir un système d'additionnalité double, un système d'additionnalité par l'effort de la société qui gère le fonds de fonds, à avoir des fonds additionnels dans le fonds de fonds, structure tout à fait en haut, et puis sur l'ensemble des fonds d'investissement, puisque chaque fonds d'investissement doit avoir des ressources supplémentaires au-delà de ce que le fonds de fonds est en train de mettre en place. Donc en gros, globalement, sur un fonds de 200 millions d'euros, on va pouvoir mobiliser au moins 4 fois plus au moins 4 fois plus pour l'ensemble des 200 millions d'euros, ça fait 800 millions d'euros, ça fait Absolument. Beaucoup d'argent. Sur ce que disait Mme Gharbi, je rebondis sur ce que disait Mme Gharbi sur les objectifs du projet, puisque ce projet-là a été financé initialement par la Banque mondiale et que la CDC a transformé une partie de ce financement en investissement direct dans 2 fonds d'investissement. Je m'attarderai plus sur le fonds ANAVA, probablement on va parler également du fonds Innovatech, et elle supervise l'ensemble du programme. Donc la partie mise en place, elle est assurée par Smart Capital, toute la partie de supervision en tant qu'LP, elle est assurée, et en tant qu'unité de supervision de l'ensemble du projet, elle est assurée par la CDC. Merci. Ce que disait Mme Gharbi, c'est que sur ce projet-là, 20% dans notre cadre de résultats doit être, en termes de nombre, doit aller à des startups ou PME initiées ou détenues par des femmes. Initiés ou détenus. Ou détenus par des femmes. Ça permet de contourner. Et 50%, absolument. Ok. Merci. Les chiffres, Oui. on doit y revenir. Parce que le nombre, effectivement, il est très faible. On a 4%. Si on veut y aller sur les chiffres, on délivre à peu près 250 labels par an. Sur ces 250 labels par an, ce qu'on voit, c'est que le nombre de labels pour les équipes exclusivement féminines est très faible. D'ailleurs, il décroît. Par contre, il faut signaler que les équipes mixtes gagnent en termes de nombre et ils gagnent en termes de proportion. Donc, on avait été à 28% en 2019 sur les équipes mixtes. Aujourd'hui, on est à 34%. Cofondation, absolument.
Aussi, un autre chiffre qui me semble être important, c'est que sur les 4000 emplois, 4500 emplois qui sont créés, initialement, 61% allaient aux hommes contre 39% pour la gente féminine. Et ça décroît en faveur des femmes. On est à peu près aujourd'hui à moitié-moitié, 55-45. Donc, en fin de compte, pour lire ces chiffres-là, parce qu'il va falloir à un moment donné aller au-delà des chiffres. Ce qu'il faut savoir, c'est que le taux de délivrance chez Smart Capital n'a jamais été au-deçà de 40% et n'a jamais dépassé 70%. Donc réellement, on est sur des taux d'acceptation assez importants. C'est un taux qui est assez important. Donc en réalité, le problème existe à l'entrée du funnel. C'est qu'il y a très peu, finalement, quel que soit le modèle que l'on va retenir, de start-up dirigées par des femmes qui postulent. Donc, pour essayer de corriger cet élément-là, il va falloir aller essentiellement aux éléments qui agissent sur l'écosystème. Je vais aller rapidement. C'est un gentil challenge qui nous est soumis à des structures comme nous. Absolument. Sur l'écosystème, ce qui a été fait, c'est que nous avions essayé de bonifier les structures d'appui et les startups venant des régions intérieures et aussi celles qui sont dirigées par des femmes. Ça n'a pas réussi à inverser la tendance, mais pour les SSO, ça a amélioré les chiffres. En réalité, sur les 76 startups bénéficiaires de R, 17% sont exclusivement féminines. Donc, on peut s'attendre à ce que le chiffre sur le nombre de startups va s'améliorer au fil du temps grâce à l'amélioration de l'écosystème qui les entoure. Aussi, 25% d'équipes mixtes pour R2 et 5% d'équipes féminines néanmoins pour R2 également. Donc, encore, nous avons des chiffres de bénéfices, des éléments d'écosystème pour les femmes qui sont meilleurs que celles qui postulent pour les startups. Donc, ça va améliorer les choses au fil des années. On a également sur les structures qui financent les SSO, on a déjà 2 qui sont exclusivement dédiés aux SSO pour appuyer enfin, vous êtes bien placé pour le savoir qu'il est nécessaire de dédier des fois des structures d'appui qui sont exclusives et dédiées. Très bien. Voilà, donc très rapidement, pour conclure sur mon intervention, l'essentiel, à mon avis, c'est de voir qu'on a encore une opportunité qu'il va falloir essayer de chercher, parce que si on couple les éléments de création de start-up par rapport aux éléments d'acquisition de la connaissance, je pense qu'on a un potentiel très important et qu'on doit aller le chercher par rapport aux start-up qui seraient créées par des femmes sur les années à venir. Premier élément. Deuxième élément, c'est que finalement, pour essayer de corriger ces chiffres-là, il va falloir aller beaucoup plus sur les activités d'accompagnement, sur les activités périphériques et qui préparent le financement. Ok, voilà. Merci. Donc, en synthèse, pas beaucoup de candidatures à l'entrée, mais une fois qu'elles y sont, elles sont performantes relativement aussi. Absolument. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Elle représente donc, 7%, challenge, 2% des startups représentent 7% du chiffre d'affaires. Et je pense que les chiffres sont bons sur la probabilité de défaut. Je pense que c'est un chiffre que même chez les institutions bancaires, c'est la même chose. Ok, très bien. Donc on a un peu, je pense qu'on ne pourrait pas prétendre un meilleur paysage institutionnel de l'entrepreneuriat au féminin et de l'inclusion. On va passer au terrain. Je pense que Zenourdine a beaucoup à nous dire. Zenourdine est président d'Initiative Tunisie. Le prêt d'honneur est un mécanisme mondialement reconnu comme étant le mécanisme d'inclusion déjà pour les femmes, parce qu'il est moins impliquant, ou moins c'est très personnel. Et je pense que Zenourdine combine à la fois le mécanisme et la région, puisqu'Initiative est déployée sur des régions beaucoup plus que sur la capitale. Je lui cède la parole. Merci Sitar pour cette occasion et merci Ariad aussi. Comme vous l'avez dit, Initiative Tunisie, c'est un réseau qui regroupe
maintenant 9 plateformes dans les régions de l'intérieur. Donc, la première plateforme a été créée à Mednine, donc, et puis on est à Gafsa, à Sidi Bouzid, Gasserine, Kirwan, Kef, Tozr et Gibili. Donc, nous sommes sur 9 gouvernorats. On est en train d'élaborer un plan, une stratégie pour élargir notre réseau pour le reste de notre pays, le territoire de notre pays. Donc, voilà. Donc, Initiative Tunisie et les plateformes sont des plateformes, des associations qui octroient des crédits, des prêts d'honneur, donc des crédits à taux zéro, sans intérêt, sans garantie. Donc, c'est ça. Donc, Initiative Tunisie a commencé, la plateforme a commencé depuis 2014. Donc, on est pratiquement à notre 9e année ou la 10e année d'activité. Et la dernière, les 2 dernières, à 3 Oréga, ils sont à 6 mois de leur création. Donc, voilà. On a commencé par des fonds de l'AFD. Donc, la première plateforme a été financée par l'AFD pour donner des prêts d'honneur. Et puis, on a participé avec la CDC pour le projet En Lien, qui est financé par l'AFD aussi. Donc, c'est notre premier projet qui a touché 5 plateformes. Les premières plateformes, c'était à Mednine, Sidi Bouzid, Gasserine, Gafsa et Jendouba. Donc, et puis, notre deuxième projet, c'était le projet Innovi. Innovi qui concerne les projets innovants. Donc, jusqu'à maintenant, on a certifié, on a un comité de certification pour les projets innovants et un comité de financement, d'agrément qui octroie les crédits. Donc, dans les 15 projets qui ont été certifiés, il y a 10 femmes et 5 hommes, donc 5 jeunes promoteurs et 10 femmes, donc la majorité aux femmes pour les projets innovants. Pour le projet de Tunis et d'Anlien, c'est presque 43% femmes et le reste sont des jeunes promoteurs. Pour le troisième projet, c'est ce projet Tous Jetna. Et ici, les plateformes peuvent intervenir dans des régions qui ne sont pas sur leur territoire. Donc, Tous Jetna, elles concernent 3 grands domaines, c'est l'artisanat, le patrimoine et le tourisme alternatif. Et jusqu'à maintenant, on a financé 198 projets. Notre but, nos engagements sont à créer 900 projets dans les différentes plateformes. Donc, ça, pour le projet, je reviens au projet En Lien, on a financé 200 projets, c'est le projet En Lien. Le dernier projet, qui est aussi en partenariat avec la CDC, c'est le projet FAST. Donc, il concerne la femme rurale dans les régions concernées par les 5 plateformes, donc les 7 plateformes. Donc, ça, c'est en tout les projets qui sont en train d'être réalisés donc, sur le territoire tunisien. Donc, ça c'est voilà, en récapitulant les interventions de notre réseau, c'est ça. Donc, comment, donc, on a dit que les prêts sont sans intérêt et sans garantie. Donc, mais ils seront sélectionnés dans une première phase par un comité de technique et puis un comité d'agrément qui le promoteur doit être présent et il défend son projet. Donc, je crois que la création de la première plateforme, ou sinon des plateformes maintenant, elle est venue d'un besoin manifesté par les jeunes, surtout que la majorité des financeurs des projets ne donnent pas l'autofinancement. Le réseau Initiative a permis aux jeunes d'avoir un autofinancement et un fonds qui sera viré directement en espèces, en fonds, en espèces, dans leur compte. Donc c'est pas comme d'autres associations ou d'autres financeurs qui doivent être financés. Ils achètent leurs besoins
des fournisseurs déterminés. Donc, nous, au niveau des initiatives, donc, on donne les fonds directs dans les caisses, les comptes des promoteurs. Voilà. Juste, hein? Merci. Donc, je retiens que grâce, entre autres, à la CDC, beaucoup de bailleurs de fonds, aujourd'hui, il y a une possibilité d'accès à un financement sans intérêt et sans garantie, que ce financement est versé direct sur un compte. Donc, en fait, ça rejoint un peu notre petit constat que ça pourrait aider à la bancarisation, à l'intégration, à l'inclusion. Que des projets, il y a des comités, donc il y a toujours un œil bienveillant sur le projet, que ça oriente les promoteurs et que de une plateforme, on est passé à 8 plateformes, si je ne me trompe pas. Donc, c'est que le produit marche, entre guillemets. Juste pour compléter, tout à l'heure, Madame la ministre m'a tendu la perche. Elle a dit il y a beaucoup de femmes qui veulent commencer, mais elles ont un blocage. Comment commencer et par où et comment avoir le financement. Donc, nous, notre rôle, c'est de financer ces initiatives. En fait, il n'y a pas que Initiative Tunisie, il y a aussi Réseau Entreprendre qui font le prêt d'honneur. Et lorsqu'on a commencé le programme avec l'AFD, on a trouvé qu'il n'y a pas de cadre réglementaire pour le prêt d'honneur. Donc, on a demandé au ministère des Finances de renouveler une autorisation qui a été déjà faite pour ces 2 initiatives pour pouvoir continuer sur les prêts d'honneur. Parce que ça peut constituer, pour nous, on sent que c'est un mécanisme de financement qui aide le jeune promoteur à commencer donc, son projet sans avoir le souci d'aller chercher sa participation ou sa contribution initiale. Mais réellement, on n'a pas pu avoir un déblocage avec un cadre réglementaire bien structuré pour ce mécanisme de financement. Donc, ces 2 initiatives vivent avec les programmes que nous, on peut initier avec des financements extérieurs. Et il y a l'effet par la suite, donc redondance, puisque lorsqu'ils sont remboursés, ils peuvent réutiliser ces prêts, ces fonds pour donner à d'autres promoteurs. Voilà. Ouais, merci. On va finir par quelque chose qui nous tient tous à cœur, je pense, la culture. La culture et les métiers de la culture, ce qu'est la culture, ce que deviendra la culture. On a la chance d'avoir Madame Abdelkhalq avec nous qui représente, dirige le TICTE. J'espère que je ne l'ai pas écorché. Dans le monde de la start-up, le gaming est, je pense, une des branches qui rapporte le plus, ou qui fait le plus de PIB maintenant. Le gaming se mesure en pourcentage de PIB. L'Inde en est une image. L'Inde, les États-Unis, le Nigeria dans notre continent, le Bollywood et compagnie. C'est ce que votre structure se voue, je pense, si je ne me trompe pas, à promouvoir. Et dans ces métiers, il y a beaucoup de métiers au féminin. Dieu merci, et j'espère que vous nous donnerez des bonnes nouvelles quant aux entreprises au féminin. Je vous cède la parole. Merci et merci Riyad pour ce panel et pour cette participation. Concernant le centre, le TICDCE, c'est le Centre international de Tunis pour l'économie culturelle numérique. Le centre a été créé en 2019. Sa vision, c'est rendre la culture un vecteur économique, participer à rendre la culture un vecteur économique. Et ça se fait à travers plusieurs objectifs. L'objectif de valorisation du patrimoine et de la culture tunisienne à travers le digital. L'objectif économique de l'employabilité et de la valeur ajoutée économique à travers la culture.
Oui, la culture, on parle actuellement des industries culturelles et créatives. Ces industries qui rapportent actuellement en moyenne 3,1% dans le PIB international. Beaucoup et qui emploient 6,2% des emplois dans le monde. C'est une industrie très intéressante partout dans le monde. Alors qu'en Tunisie, on a toute forme de richesse. Richesse culturelle, richesse patrimoniale, richesse des compétences, richesse dans le monde digital. Mais on n'a pas encore atteint le 1% de PIB national dans ce domaine. Donc c'est là où le centre joue son rôle, c'est de faire l'accompagnement des startups et des porteurs de projets, non seulement des startups, mais aussi des porteurs de projets, des associations qui veulent travailler dans le domaine des industries culturelles et créatives. On n'est pas dans le monde de financement et d'investissement comme le CDC, Smart Capital et autres, mais on est, bien que le ministère des Affaires culturelles a des fonds qui octroient et des investissements, mais le centre on est plutôt dans le domaine d'accompagnement parce qu'on a constaté qu'on a besoin d'accompagnement, de sensibilisation dans ce domaine des industries culturelles et créatives. Pour les femmes, on a constaté, d'après nos appels et nos cohortes d'accompagnement, qu'il y a plus ou moins une égalité femmes-hommes. Notre première cohorte, il y a égalité. Deuxième cohorte, les femmes sont alentour de 40%. Troisième cohorte, c'est une égalité 50-50. Et on est dans notre quatrième cohorte. Il y a les porteurs de projets, il y a des femmes, il y a des hommes. Mais même s'il y a des hommes, des porteurs de projets ou des fondateurs des startups, on constate que la composition de la start-up, il y a plutôt plus que des femmes que des hommes. Et là, ce sont qui sont porteurs vraiment de projets de ces start-up. Dans le domaine de la culture, on trouve beaucoup plus de femmes dans les domaines de savoir-faire, de patrimoine immatériel, tel qu'on pense ici aux femmes de Sejnen et le patrimoine immatériel des femmes de Sejnen et d'autres secteurs de patrimoine immatériel, alors qu'il y a d'autres branches qui sont portées un peu plus par des hommes, mais globalement, on n'est pas très loin de l'égalité, de l'équité, de la justice. Je pense qu'il n'y a pas encore du temps, mais je veux dire que la culture, les industries culturelles et créatives sont conçues partout dans le monde actuellement comme les industries de l'avenir, les industries de demain. On parle d'ailleurs que tout devient culturel de nos jours parce que si on parle des industries culturelles et créatives, on parle des jeux vidéo qui sont la plus grande industrie actuellement, l'industrie de cinéma, l'industrie de l'image plutôt, l'industrie de design, c'est une industrie très grande actuellement et qui sont tous des industries culturelles et créatives. On parle actuellement de plusieurs autres industries qui appartiennent à des industries culturelles et créatives et on parle au futur de demain, on parle métavers. Et le métavers, c'est l'industrie par excellence des industries culturelles et créatives. Le monde de demain, c'est le monde des industries culturelles et créatives parce que c'est le monde des 3D, le monde de design, le monde de digital. Donc, c'est le monde par excellence des multimédias, c'est le monde par excellence des industries culturelles et créatives. Et c'est pour ça qu'on invite tout le monde à investir dans ce monde-là, soit des startups, soit des investisseurs, soit d'autres. Et nous, au centre, on a commencé notre partenariat avec nos partenaires à créer l'Académie de métavers africaine. On est aussi, on est dans l'initiative de l'Académie de métavers francophone.
Et on était porteur de projet de Tunisie Hub de Metaverse qui a été lancé par le gouvernement tunisien Tuniver. Et on va continuer sur cet univers. Et je pense qu'on est très précipité, alors on va terminer la discussion au TIC DCE, celui qui veut commencer dans ce domaine. Merci beaucoup. On va finir sur une note de Metaverse. Je pense que tous les amateurs vont venir vous voir parce que c'est un monde à découvrir, à explorer, à découvrir. Et j'espère que vous trouverez les financements qu'il faut. Avec ça, je termine ce panel. Je vous remercie beaucoup. Je remercie ma collègue, la maître des lieux, Sarah Zetouni, qui est une grande militante de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants, Madame Nejia, Sinourdine, Monsieur Tarak et Madame Salwa. Merci pour ces partages très enrichissants. Une petite photo de groupe avec les trophées. Entre-temps, j'appelle Madame Khadija Jallouli, la CEO à Aukar, pour présenter sa keynote qui porte sur la volonté qui raccourcit le chemin. Et je pense que c'est très intéressant vraiment d'avoir cette volonté pour raccourcir un chemin qui paraît des fois un peu lent. La petite photo de groupe, les trophées. Merci beaucoup. Très bien. C'est Nourdine. On se le partage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous serre la main. Merci. 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 Déjà l'aide, la photo. La photo. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre générosité. Et tout de suite, Madame Khadija.